Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Comme vous le savez, nous animons une ONG, c'est-à-dire une organisation non gouvernementale, parce que nous avons pu constater que nos populations vivaient dans des conditions des plus déplorables. Et nous avons essayé de rechercher les causes de cette pauvreté. Et nous avons pu nous rendre compte de ce que le Gabon importait 90% de ses biens de production et de consommation. Et cette importation se fait à 90% également par son principal port qui est celui d'Ovendo. Et donc, en recherchant davantage, nous avons découvert un contrat, ce que l'on appelle une convention de concession, qui a été signée en 2007 entre l'État gabonais et le groupe Bolloré. Et nous avons essayé de comparer les prix pratiqués par Bolloré au port d'Ovendo, par le canal de ses filiales, SCTG et autres. Et nous nous sommes rendus compte que Bolloré pratiquait des prix au minimum 3 fois supérieurs à ceux qui se faisaient ailleurs. Mais cela se fait pour quelle raison? Cela se fait tout simplement parce que Bolloré avait le monopole de l'acquaunage, de la manutention et des activités principales qui ont cours au niveau du port d'Ovendo. Et qui dit monopole, dit abus. Bolloré fixait tout seul les prix. Et c'est la raison pour laquelle on a pu constater, disais-je, que un sac de 50 kilos de riz, lorsque vous l'achetez en Thaïlande, le riz en Thaïlande, c'est un produit de première nécessité, il ne coûte rien du tout. En Thaïlande, le sac de 50 kilos de riz va coûter 1500 francs CFA. Mais lorsqu'il sort du port d'Ovendo, arrivé chez les grossistes, ces grossistes que nous avons pu interpeller nous disent que, effectivement, sorti du port d'Ovendo, le sac de 50 kilos de riz leur revient à 10 000 francs CFA. Donc, entre la Thaïlande et le Gabon, 8 500 francs se sont ajoutés. À un moment, on a pensé que c'était les taxes douanières et autres qui revenaient cher. Mais quand on a fait des calculs, des ratios, nous nous sommes rendus compte que les taxes douanières et autres caisses CGC ne représentaient qu'une infime partie dans le coût de revient de l'importation des produits au niveau du port d'Ovendo. Vous savez que tout le monopole est interdit parce que selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce, c'est la concurrence qui doit prévaloir. La concurrence parce que c'est cette concurrence qui permet de jouer sur les prix. Chaque opérateur cherchant à être le moins cher possible pour s'attirer le maximum de clients. Au niveau du Gabon, il y a des lois qui interdisent le monopole. Et l'une de ces lois prévoit même que pour qu'il y ait une concession, une attribution exclusive à un opérateur économique, il faudrait que cet opérateur soit le seul capable à prester dans le domaine.
Mais la gestion des ports, Bolloré n'est pas le seul à le faire dans le monde. Vous allez au Sénégal, c'est DP World qui trône. Vous allez ailleurs, il y a beaucoup de sociétés qui font dans la manutention, l'acconnage et le transit. Donc il n'y avait pas de raison pour que la concession soit exclusivement attribuée à Bolloré. Nous avons saisi dans un premier temps une juridiction française que l'on appelle le point contact de l'OCDE. L'OCDE, c'est l'organisme européen qui s'occupe du commerce. Et cet organisme a rejeté notre demande en prétextant que nous n'avions pas cité le nom de la partie que nous attaquions. Cela nous a fait un peu rire parce que dans leur lettre qui nous notifiait leur refus d'examiner notre demande, ils nous ont dit que cette notification, comme pour nous, ils allaient la faire également à la partie adverse, c'est-à-dire Bolloré. Donc, on ne comprend pas que l'on n'ait pas cité le nom de Bolloré et que eux, comme par magie, pensent à notifier leur décision à Bolloré. Nous avons donc compris que Bolloré avait un poids très important dans l'économie française. C'est normal. Nous avons fait des recherches et nous avons pu constater que l'Afrique participait à 20% dans le chiffre d'affaires du groupe Bolloré. Mais avec ces 20%, l'Afrique contribue aux bénéfices de Bolloré pour près de 80%. Ça signifie que le gros du bénéfice que fait le groupe Bolloré, il ne le fait pas ailleurs qu'en Afrique. Nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons continué notre démarche et nous avons saisi la justice gabonaise, en l'occurrence le Conseil d'État. Et je vous assure que ça a été le branle-bas de combat au niveau de Bolloré. Mais Bolloré, nous avons dû mettre la pression sur cette multinationale et craignant de perdre leur contrat, Bolloré a tenté une approche par des personnes interposées pour que nous arrêtions notre combat. Nous n'avons pas mis fin à notre combat. Nous avons poursuivi notre combat parce que c'est le combat, un combat louable. Il y a quelque temps, le gouvernement gabonais, parce que nous avons porté plainte, pas seulement contre Bolloré, mais également contre l'État gabonais, parce que pour nous, il y avait une complicité, une collusion entre l'État gabonais et Bolloré. L'État gabonais a compris que ce qui se passait allait leur retomber dessus. Et le gouvernement a pris la décision de casser le monopole de Bolloré et de faire entrer une nouvelle société qui va gérer une partie du port d'Ovendo. Cette société, en arrivant à casser les prix de 25%, automatiquement, Bolloré a été obligé de s'aligner et a réduit ses prix de 40%. Nous avons crié déjà à la victoire. Pour ceux qui font des courses régulièrement, vous pouvez aller dans les Secado et autres, le prix des produits de base a baissé. Vous allez à Super CFA, le prix des produits de base a baissé. Ce n'est pas de l'illusion, c'est du concret. Donc, notre démarche a payé, elle a porté des fruits. Mais est-ce que nous devons nous arrêter là? Est-ce que vous trouvez normal
que du jour au lendemain, Bolloré réduise ses prix de 40%, c'est-à-dire de près de la moitié. Ça signifie donc que pendant tout ce temps, depuis 2007, ils exagéraient leurs tarifs d'au moins 40%. Donc, pour nous, il y a eu un abus comme nous n'avons pas cessé de le crier. Pour nous, les Gabonais ont été encore une fois exploités. On a grugé les Gabonais, on les a spoliés du peu de revenus qu'ils ont. Voilà pourquoi nous avons décidé de déposer une nouvelle plainte contre Bolloré au nom de notre organisation Time, mais au nom également de tous les Gabonais qui se sont sentis floués par cette histoire-là. Et Bolloré devra réparer donc le préjudice qu'il a causé aux consommateurs gabonais en leur faisant payer trop cher les produits de première nécessité notamment. Donc, nous avons besoin de tous les Gabonais pour mener ce combat. Ce n'est pas le combat des hommes politiques. Vous avez vu vous-même que depuis là, les hommes politiques n'agissaient pas dans cette affaire. Il a fallu que nous nous levions, que nous prenions les choses en main pour que le gouvernement soit interpellé et réagisse. Donc, notre salut, nous ne l'aurons jamais des hommes politiques. Il faut que nous nous levions nous-mêmes, que nous prenions notre destin en main. Personne d'autre ne le fera à notre place. Ce n'est pas Bolloré qui représente la puissance tutélaire française qui va le faire à notre place. Jamais. Au grand jamais. Bolloré et ses amis de la haute sphère dans notre pays ont tout intérêt à ce que les choses perdurent. Nous avons une arme, c'est le droit. C'est le droit. Et parce que le gouvernement gabonais a pris la décision salutaire, il faut le reconnaître, de casser le monopole de Bolloré pour faire naître le jeu de la concurrence, Bolloré a déposé plainte contre l'État gabonais en France. Donc, ce qu'il nous laisse, ce qu'il nous concède d'une main, c'est-à-dire les 40%, ils veulent le récupérer au niveau de la plainte introduite en France en faisant condamner l'État gabonais à payer des milliards de francs CFA de dommages et intérêts. Mais ces milliards de francs CFA, qui va les payer? L'État gabonais, ce ne sont pas les politiques. Ce ne sont pas les politiques. Ce n'est pas Ali Bongo qui va payer. Ce n'est pas Issoze Ngonde qui va payer. Ce n'est pas Ping qui va payer. C'est vous. C'est nous. Parce que ce sont les impôts que nous payons qui serviront à régler cette condamnation. Donc, il faudrait que nous nous battions. Il faudrait que nous fassions comprendre singes. Nous ne sommes plus des idiots. Nous avons été à l'école. Nous aussi avons besoin de vivre comme eux. Nous aussi avons besoin d'assurer le minimum à nos enfants. Nous aussi avons besoin de voir nos enfants évoluer dans des conditions des plus correctes et convenables. Vous savez, le Gabon produit 1350 milliards de dollars de pétrole. La vente du pétrole gabonais produit aux sociétés pétrolières installées ici 1353 milliards de dollars. Dans ces 1353 milliards de dollars, qu'est-ce qui revient au Gabon? Même pas 1 milliard de dollars. Il faut que ça prenne fin.
il faudrait que nous nous levions et que nous récupérions notre souveraineté. Ces matières premières, ces ports, ces infrastructures sont à nous. Personne ne nous cédera quoi que ce soit. On dit le pouvoir s'arrache. On dit également que l'esclave, c'est celui qui refuse de se libérer de ses chaînes. Prenez le cas de ce débat sur la sortie du franc CFA. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une escroquerie. L'argent que nous gagnons, donc le peu que nous arrivons à gagner, on doit en placer la moitié à la Banque de France. Et c'est la Banque de France qui décide de l'utilisation que l'on doit faire de cet argent. Et cette gestion par la Banque de France n'est pas gratuite. Nous payons pour qu'ils gèrent notre argent. Nous payons. Il faut que ça s'arrête. Les politiques ont parlé, ne font que parler. Et j'ai bien aimé la sortie du nouveau président français, Emmanuel Macron, lors d'une rencontre avec des dirigeants africains, qui leur a dit, mais c'est à vous de décider si vous voulez sortir. Mais pourquoi vous voulez que ce soit la France qui vous demande de sortir? Vous dites que ça ne vous arrange plus. Sortez. Mais qu'est-ce que ça signifie? Les Africains doivent prendre leur destin en main. Les Africains doivent prendre leur destin en main. On doit arrêter de se faire spolier. Regardez ce qui se passe avec cette affaire de biens mal acquis. Ils ont mis la main sur des biens qui appartiennent à Théodorine Nguema Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale. Un procès a eu lieu. Le procureur de la République française demande que Théodorine soit condamnée à payer plus de 137 millions d'euros comme amende. C'est-à-dire que cet argent qui sera payé par Théodorine n'ira pas dans les caisses du Trésor équato-guinéen, mais dans les caisses de la France. Ça revient à quoi? Ça revient à les enrichir doublement. Les biens qui ont été achetés où? En France. Ça enrichit qui? Les Français. Donc, non seulement les Français s'en sont déjà mis plein les poches, mais l'État français, pas seulement content des impôts qu'il a récupérés lors de ces transactions immobilières, l'État français veut maintenant mettre la main sur ces biens immobiliers. Au finish, le d'Équato-Guinéen, qu'est-ce qui lui reviendra? Rien du tout. Tout pour la France, rien pour nous. Donc, nous avons pris également la décision de nous faire entendre dans ce dossier. Nous allons nous constituer partie civile dans cette affaire dite de biens mal acquis. L'argent que les Bongos ont pris pour acheter des maisons à Nice et autres, cet argent doit revenir au peuple gabonais et non à la France. Parce qu'en réalité, on a compris le stratagème. Les Français mettent en place ces actions-là, c'est pour récupérer cet argent et nous spolier encore. Donc si les Gabonais eux-mêmes ne se lèvent pas pour dire attention, ils ont détourné notre argent, donc ce qui doit être remboursé doit être à nous et non au Trésor français, ils comprendront que les Africains
ont changé. Nous avons en plus vécu des choses absolument condamnables. Régulièrement, lors des démissions organisées, diffusées par les télévisions françaises, des Français viennent dire que le chef de l'État gabonais, Omar Bongo Ondimba, les a corrompus. Qu'Omar Bongo leur remettait des mallettes. Monsieur Bourgi a même affirmé à plusieurs reprises que c'est lui qui se chargeait de faire la distribution des mallettes. Et ces personnes, ces Français, ne sont pas inquiétés. Donc, nous avons pris la décision de déposer plainte en France contre toutes ces personnes qui ont bénéficié des largesses de Bongo. Tout le clan Bongo devra répondre des actions qui ont été posées et qui ont permis d'appauvrir davantage les Gabonais. Ces mallettes, c'est notre argent. Ce n'est de l'argent de personne d'autre. C'est notre argent. Quand ces mallettes sont remises à des responsables français, c'est nous que ça appauvrit. Parce que ça nous empêche de respecter les programmes que nous avons mis en place. Nous disons trop, c'est trop, ça doit s'arrêter. Donc, et Bourgi, et tous ceux qui, à visage découvert, sont venus dire que qu'ils ont reçu de l'argent, qu'ils ont transporté de l'argent mal acquis, devront répondre de leurs actes. Parce que ça s'appelle de la corruption d'argent public étranger. Ça s'appelle du recel de corruption d'argent public étranger. Ça s'appelle de la complicité de détournement de deniers publics. L'Africain doit prendre son destin en main. Nous avons une arme fondamentale, c'est le droit. C'est le droit. Avec le droit, nous obtenons tout ce que nous voulons. Si nous n'avions pas lancé des procédures judiciaires, Bolloré trônerait toujours en roi sur le port du Gabon et les prix ne feraient qu'augmenter. Donc, à nous de prendre nos responsabilités. Nous sommes désormais mûrs. Nous devons agir. Nous ne devons plus accepter de subir. Nous ne devons plus accepter de subir. Vous savez, beaucoup ne le perçoivent peut-être pas, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau des élites africaines. Il y a une prise de conscience qui se passe au niveau des élites africaines. Il y a une sérieuse prise de conscience. Et ces élites ont décidé d'agir d'elles-mêmes. Parce que lorsqu'on fait confiance aux hommes politiques, excusez-moi, ils nous roulent dans la farine. Ils nous roulent dans la farine. Cela fait depuis 1960 que notre pays est indépendant. Depuis 1960, nous attendons que les politiques améliorent notre quotidien. Est-ce que notre quotidien a été amélioré? Est-ce que vous vivez mieux? Bien au contraire. Eux, ils s'enrichissent, ils s'en mettent plein les poches et nous nous contentons d'applaudir, d'attendre des t-shirts et quelques cartons de cotis et de riz. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Le Gabonais se lève.
Le Gabonais n'a pas besoin d'un leader politique pour prendre en main sa destinée. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, nous vous invitons à nous accompagner dans cette démarche. Nous ne vous demandons rien. Nous ne vous demandons pas un soutien matériel, financier. Nous ne vous demandons pas de voter pour nous, non, parce que nous ne ferons jamais de politique. Le mal de ce pays, c'est la politique. C'est la politique qui nous entraîne dans les abîmes. Non, nous avons décidé que le Gabonais lui-même devra se prendre en main. Madame, monsieur, votre avenir, l'avenir de vos enfants ne dépend que de vous. Cela ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Prenez au mot Emmanuel Macron, qui estime que le malheur de l'Africain, c'est parce qu'il ne prend pas sa destinée en main. Alors, arrêtons avec la léthargie. Arrêtons avec « on va encore faire comment ?» Non. Levons-nous, battons-nous. N'ayons peur de personne. Parce que ce combat, ce n'est pas le nôtre. C'est un combat divin. C'est celui de Dieu qui a décidé que les populations africaines, les populations gabonaises en particulier, doivent se libérer. Et elles vont se libérer. Parce que tout ce que Dieu fait réussit toujours. N'ayons peur de personne. Je m'appelle Bongo Mavungu. Je suis avocat. Je suis gabonais. Je suis né le 15 janvier 1970 à 1h du matin à l'hôpital régional de Tchibanga-Massanga. J'habite dans la commune d'Ovendo et je suis prêt à répondre de tous mes actes, de l'ensemble de mes actes, parce que l'Éternel est mon berger. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Levons-nous et marchons. Je vous remercie. Si, mesdames, messieurs les journalistes ont quelques interrogations et questions, je répondrai volontiers à leurs, excusez le pléonasme, questions. Je vous en prie. Je suis Sinclair de l'agence Ecofini. Je vais un peu vous interroger sur deux aspects. Est-ce que vous pensez qu'en s'attaquant à Bolloré, c'est juste une opération du tout au niveau de l'Europe? Est-ce que vous avez songé à saisir les institutions comme Sherpa, qui lui également dans le sens de ce qu'on dit bien mal? Deuxième question, on revient sur le... Avec votre permission, on ira question par question, ce sera mieux pour la clarté des débats. Vous me demandez, cher monsieur, si nous entendons nous associer à des organisations non gouvernementales comme Sherpa, qui ont pignon sur rue en France et qui ont déjà mené des actions de cette envergure. Votre question vient à point nommé. Votre question vient à point nommé parce qu'elle nous permettra de comprendre quels sont les intérêts des uns et des autres. Avant d'engager mon action, justement parce que je savais que Sherpa
Transparency International avait l'expertise et l'expérience dans ce genre de combat, j'ai pris à tâche avec un de mes confrères français, qui est le président de l'une de ces organisations. Je ne voudrais pas citer son nom pour ne pas l'exposer davantage. Je lui ai demandé de nous accompagner dans notre combat. Il a refusé. Il a refusé. Oui. Il a refusé. Mais pourquoi il refuse? Posons-nous la question. Ce que nous faisons, est-ce que ça arrange les intérêts de la France? Est-ce que ça arrange les intérêts de la France? Ça arrange nos intérêts et ça dessert leurs intérêts. J'ai été choqué parce que je pensais que c'était une cause juste. Je pensais que en face, ils se battaient justement pour nous aider à nous émanciper. Mais non, ce n'est pas le cas. La preuve, regardez avec le procès de Théodorine Nguema Obiang. Regardez. Tout ce qui va rentrer ne profitera pas aux Équato-Guinéens, mais à la France. Donc, toutes ces organisations, excusez-moi, sont là pour un intérêt bien précis. Malheureusement. Malheureusement. Donc, si nous ne prenons pas les choses en main, personne ne viendra, ne volera à notre secours. Personne. Nous nous disons par exemple que nos dirigeants ont détourné. Ils n'ont fait que ça. Mais le résultat, ce serait que ce qui a été détourné nous revienne. Mais si ça doit revenir à la France, est-ce que c'est notre combat? Ce n'est pas notre combat. Ce que je vous dis, j'ai des preuves. J'ai l'échange de mails que j'ai eu avec mon confrère français. Et là, je me suis dit qu'il faudrait que nous leur prouvions que nous avons fait les mêmes écoles, que le droit qu'ils ont fait, nous l'avons fait également. Qu'à l'université Omar Bongo, malgré tout le désordre qui s'y trouve, il y a de la matière grise qui en sort. La preuve, c'est que Bolloré a plié les chines. Bolloré a réduit de 40% ses tarifs. C'est parce que nous avons mené les actions qu'il fallait. Donc, si votre deuxième question va dans le même sens, ou encore dans un autre sens, nous sommes prêts toujours à y répondre. Effectivement, ne va pas dans ce sens, mais juste dire que je vous sens avec un certain optimisme par rapport au propos d'Emmanuel Macron. Or, on sait qu'à Dakar, François Hollande avait déjà dit la même chose. Et je vous pose la question de savoir si réellement vous pensez que ce que Macron dit par rapport au chef d'État africain de sortie du franc CFA est réellement sauve les parents du fond du cœur. S'il y a de la sincérité dans cette chose. Mais vous parliez de François Mitterrand. François Mitterrand l'a dit en son temps. François Hollande, pardon, l'a dit en son temps. Quelle a été la réaction des Africains? Ils ont eu peur, ils ont reculé. Macron, quand il le dit, c'est parce que il veut vous mettre face à vos responsabilités. Mais vous dites que quelque chose ne sert pas vos intérêts. Vous n'êtes plus des enfants.
C'est quoi cette propension chaque fois à vouloir être couvé, être caressé dans le sens du poil? Non. Nous sommes des adultes. Quand nos intérêts ne sont plus en accord avec ce qui se passe, nous prenons la décision qui s'impose. Et j'ai la faiblesse de croire et de penser que Emmanuel Macron vient avec une autre vision des choses. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe depuis qu'il est là. Il fait bouger les lignes. Et je suis convaincu que ce n'est pas la personne qui s'opposera à l'émancipation de l'Afrique. En réalité, c'est à nous-mêmes, si nos dirigeants, et puisque nos dirigeants s'en trouvent incapables, c'est à nous-mêmes d'agir. Mais, écoutez, ne soyons pas aveugles. Les Français ont tout intérêt à voir les choses perdurer. Regardez ce qui se passe. Bolloré perd une partie du port d'Ovendo. Alors que même Bolloré ne respectait pas le cahier des charges. Bolloré devait procéder à des investissements pour moderniser le port d'Ovendo. Bolloré ne l'a jamais fait. Ces grues que Bolloré utilise, ce sont les grues laissées par l'OPRAG. Donc, Bolloré encaisse, mais ne réinvestit pas. Rien que pour cela, nos dirigeants auraient dû dénoncer ce contrat depuis longtemps. Depuis longtemps. Bolloré, tant que ça l'arrange, ne bouge pas. Maintenant que Bolloré est dérangé, regardez la réaction de la France. Regardez la réaction de la France. Vous pensez que l'émission sur France 2 qui est sortie la dernière fois était due à quoi? C'est une émission qui a été pilotée par Bolloré. Là, à la fin de l'émission, on nous annonce que les deux journalistes qui ont préparé la dite émission ont reçu un prix pour le reportage qu'ils ont fait sur Bolloré. C'est une manière de signer. En diplomatie des affaires, ça se passe comme ça. On ne vient pas directement vous dire « Attention, fais gaffe ». Non. Bolloré a signé en disant « Tu nous as retiré du port, nous t'attaquons. Tu perds, nous perdons. » Voici pourquoi il y a eu toute cette charge. Voici pourquoi il y a eu toute cette charge. Mais si nous ne nous levons pas pour continuer ce combat, pour conforter ce combat, nous allons nous faire écraser. Prenez le Rwanda. Superbe exemple de développement en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme, Paul Kagame, qui a affronté les Français. Les Français le respectent. Les Français ne s'amusent plus au Rwanda. Ils étaient bien installés au Rwanda. Les Français ne s'amusent plus au Rwanda. Les Français le respectent. Quand vous voyez la France s'en prendre à un dirigeant africain, c'est que ce dirigeant ne sert plus leurs intérêts. C'est que ce dirigeant est en train de penser à leur population. Donc, nous, à notre niveau, nous n'allons pas nous enliser dans ces méandres des relations politiques, économiques, d'affaires. Non. Nous allons rester
terre à terre et nous occuper seulement de nous. Seulement de nous. Donc, pour me résumer, je pense pour ma part que Macron a compris qu'il y avait un éveil des élites africaines. Macron a compris que si la France continuait dans ce paradigme, la France allait finir par tout perdre. En réalité, ce qui se passe, c'est que ils veulent essayer de nous accompagner. Mais en réalité, en nous accompagnant, ils veulent toujours pouvoir pousser les pions, maîtriser les choses. Vous savez, par rapport, et ça rejoint votre première question, mon confrère, quand il refuse de nous accompagner, me propose quand même un autre confrère français pour nous assister. Lui, ouvertement, il ne peut pas. Mais comme il sent que notre action peut porter des fruits, il vaudrait mieux qu'il nous colle quelqu'un qui va nous encadrer, qui va essayer de nous canaliser pour arriver au même résultat qu'auparavant. On vous fait croire qu'il y a une avancée, alors qu'en réalité, ce que l'on vous a donné d'une main, on l'a récupéré de l'autre. Nous avons un esprit suffisamment éveillé maintenant pour ne plus nous laisser embarquer dans de telles machinations. Je vous remercie. Je vous en prie. En fait, je vais revenir sur deux aspects qu'on a abordés. La première question concerne la prise de conscience des élites africaines qui ont décidé depuis un moment d'entrevoir la sortie du franc CFA, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a à peu près 2 mois, le chef d'État sénégalais Macky Sall a été le premier à dire que non, le franc CFA c'est une très bonne monnaie pour l'Afrique. Est-ce que déjà à ce niveau, on peut considérer que les véritables obstacles à notre émancipation sont les élites? Parce que Macky Sall, ce n'est pas n'importe qui. Première question. Deuxième question, vous disiez tout à l'heure aussi que vous êtes adressé à Sherpa et à Transparency International par rapport à des problèmes à Bolloré et tout le reste. Et voyant que ça desserrait leurs intérêts, ils vous ont demandé d'aller voir quelqu'un d'autre, comme vous venez de le dire. Et moi je vous demande pourquoi, sachant que les Français ne font rien qui aille envers leurs intérêts, pourquoi les porter plainte à Bolloré en France, alors que c'est nous qui sommes spoliés, et théoriquement, c'est au Gabon que vous devez porter plainte à Bolloré. Tout à fait, très bonne question. Je vais commencer à répondre à la deuxième. Pourquoi aller porter plainte en France alors que nous savons que les Français ne sont pas là pour assurer nos intérêts? Il fallait que nous puissions comprendre les interactions dans cette affaire, que nous puissions cerner les pesanteurs dans cette affaire. Nous sommes arrivés en novice, en terrain inconnu. Nous ne savions pas comment les choses se passaient. Et je remercie le Seigneur de nous avoir ouvert les yeux en passant par cette plainte en France. Parce que je puis vous assurer que c'est ce qui a créé le déclic. C'est ce qui a créé le déclic.
j'étais resté sur nos cours de droit à la faculté, la France, pays des droits de l'homme, respectueuse des libertés individuelles. Nous sommes allés en France convaincus que cette théorie était conforme à la pratique. Nous avons été déçus. Nous avons été déçus et là nous avons pu comprendre que l'Africain doit se prendre en main. Que le salut ne viendra pas d'en face. Le salut viendra seulement si nous nous levons. Et vous parliez des élites. Je vous disais à l'entame de mon propos que ce ne sont pas les politiques qui vont libérer l'Afrique. Pourquoi? Parce que les politiques ont peur. Parce que les politiques se disent, si nous avançons un peu trop, on se fait taper dessus et on se fait évincer. Beaucoup l'ont subi. Beaucoup de chefs d'État africains qui ont parlé de sortir du franc CFA ont été purement et simplement virés par la puissance tutélaire. Gilles-Christ Olympio, au Togo, pourquoi il s'en va? Pourquoi on le tue? Parce qu'il décide de sortir du franc CFA. Laurent Gbagbo, plus récemment, Laurent Koudou Gbagbo, pourquoi il subit tout cela? Parce qu'il estime que l'Africain doit se prendre en main et que cette monnaie est beaucoup plus impérialiste qu'autre chose. Il a eu les chars de l'armée française devant son domicile. Ce n'est pas la rébellion qui l'a fait partir du pouvoir, c'est l'armée française. Tout le monde le sait, les Français ont fini par le reconnaître. Donc, nos dirigeants ont peur. Parce que chaque fois qu'il y en a un qui s'est essayé, il a reçu les foudres. Ça a été des manipulations. On manipule l'opinion. On commence par des émissions diffusées ici et là, qui vous dépeignent comme un dictateur. Et après ça, on suscite un semblant de soulèvement populaire. Et vous êtes purement et simplement éjecté. Par moments, ils ont poussé même le vice, comme en Centrafrique avec Jean Bedel Bokassa, à prendre quelqu'un et à le placer à la tête du pays. Malheureusement, nos élites ont peur. Malheureusement, des Kagame, nous n'en avons pas beaucoup. En toute objectivité, vous pensez que l'émission sur France 2 serait sortie si Ali Bongo ne desservait pas les intérêts de la France? Regardez, 2009-2010, il décide d'interdire l'exportation des grumes. Cette décision a tué toute une économie en France. Parce que le principal producteur ici, c'est Rougier. Le principal exportateur de bois, c'est Rougier. Mais ce bois était transformé dans des usines en France. Et ça faisait vivre toute une région en France. Ça, Nicolas Sarkozy a fait le déplacement de Libreville. Vous pensez que c'était pour vos beaux yeux? C'était pour indexer le président gabonais, lui dire attention, tu es en train de me créer de la misère chez moi. Revois ta position. L'autre, têtu, a tenu mordicus. Premier documentaire sur France 2, vous vous en souvenez? Quand ils ont dit qu'ils n'avaient pas gagné des élections, qu'il y avait eu ceci, qu'il y avait eu cela, que c'était plutôt amour, que c'était... Alors que quelques temps avant,
c'est Nicolas Sarkozy qui le premier le félicite pour son élection. Ça, c'est la France. Ça, plusieurs dirigeants africains savent que s'ils s'y essaient, ils vont se faire frapper. Avant Macky Sall, dont vous parliez, il y a eu Alassane Dramane Ouattara, qui est un économiste et un financier, semble-t-il, brillant. Mais sa marge de manœuvre est très réduite. Lors d'un sommet, c'est lui qui est venu prendre le contre-pied de l'unanimité qui se faisait auprès des dirigeants africains, en disant que le franc CFA était une superbe monnaie, qu'elle garantissait ceci, qu'elle garantissait cela. Et les choses n'ont pas évolué parce que les autres se sont dit, bon, si lui, le spécialiste, il le dit, c'est que ça doit être vrai. Vous voyez, si nous les attendons, nous n'allons jamais nous en sortir. Jamais. Vous savez, les politiques sont particuliers. Hein? Ils préfèrent qu'il y ait un mouvement comme le nôtre pour prendre le train en marche et pouvoir justifier leurs actions. Donc, en le faisant même, comme l'a dit le Seigneur, aide-toi et le ciel t'aidera. En le faisant, nous les aidons à nous aider. Et du coup, ils n'auront pas d'autre choix. Mettons-les dans une position où ils n'ont pas d'autre choix que de nous suivre. Ce qui s'est passé avec Bolloré en est la preuve manifeste. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de nous suivre. Ils ont pris le train en marche, Dieu merci, et les résultats sont là. Les prix des produits est en train de chuter au niveau des grandes surfaces, des petites surfaces. C'est du concret. Et cela doit nous inciter à continuer notre combat, à poursuivre sur ce chemin, parce que nous avons pris la bonne voie. La bonne voie, la meilleure. N'ayons pas peur. Rien ne nous arrivera. Rien. Je vous en prie. En fait, moi je veux savoir, apparemment, à vous entendre, vous êtes vraiment satisfait par rapport au combat que vous avez mené. Je me rappelle bien quand vous avez lancé ce mouvement, nous étions c'est au charbonnage. Oui. Et est-ce que vous comptez poursuivre le même combat en s'attaquant aussi à Oulam, qui n'a pas fait plus d'efforts que Bolloré? Nous nous sommes attaqués à une concession. Vous voyez, l'agence France Presse vient défendre des intérêts de la France. Nous nous sommes attaqués à une concession, à un monopole insultant. Là, il n'y a plus de situation de monopole. Nous allons reprendre notre bâton de pèlerin si jamais nous arrivons à la conclusion selon laquelle Bolloré et Oulam se sont entendus pour réguler les prix. Donc, on créait ce que l'on appelle une situation d'oligopole. Là, nous allons nous lever. Mais, de vous à moi, cela m'étonnerait qu'Oulam et Bolloré finissent par s'entendre. Parce que la concession concédée à la GSEZ participe d'un partenariat public-privé. Il n'y a pas qu'Oulam dans cette affaire. Il y a l'État gabonais qui a mis de l'argent. De l'autre côté, nous avons une multinationale dans laquelle l'État gabonais n'a aucune participation. Aucune. Et nous continuerons même à militer
pour qu'il y ait un troisième opérateur pour éviter les ententes entre les deux premiers. Il faudra un troisième opérateur. Et nous nous battrons pour que ce troisième opérateur soit gabonais. Totalement gabonais. Mon Dieu, nous avons l'expertise. Il suffit de mettre la bonne personne au bon endroit. Il faut que le Gabonais s'approprie son économie. J'ai lu ce matin sur les réseaux sociaux qu'au niveau de Mayumba, les pêcheurs béninois avaient décidé d'un mouvement de grève et ne voulaient plus aller pêcher en haute mer parce que le gouverneur leur imposait des quotas de vente de leur production localement, au lieu de tout envoyer à Libreville, parce que là, il y a de gros bénéfices à se faire. Et quelqu'un disait, on n'avait qu'à les virer, on n'avait qu'à détruire leur maison. Mais est-ce que la solution est là? La solution réside tout simplement à prendre des Gabonais et à les laisser pêcher. Mais au contraire, c'est une aubaine que nos frères béninois refusent d'aller pêcher. Ils nous laissent le marché. Allons-y pêcher. Allons-y pêcher. C'est rentable. C'est rentable. Le Gabonais n'est pas nul. Le Gabonais n'est pas idiot. Il faudrait que dans chacun des secteurs d'activité, le Gabonais soit présent. Nous ne sommes présents nulle part. Regardez cette affaire du pétrole. La société locale, pour bénéficier d'un champ, doit attendre que Total Gabon décide de lui concéder. C'est à nous ou c'est pas à nous? Posons-nous la question. Mais est-ce qu'ils le font dans les Émirats, dans les pays arabes? Est-ce qu'ils le font? Cette hégémonie-là, est-ce qu'elle existe dans les pays arabes? Même dans ce secteur qu'est le pétrole, nous devons agir. Et je vais même dire, ça doit être notre prochain combat. Le pétrole. Parce que c'est celui qui nous permettrait d'engranger beaucoup plus de revenus. On doit pouvoir examiner tous ces contrats et mettre en place des actions pour revoir à la hausse les parts du Gabon. Les parts du Gabon sont dérisoires. J'ai tenté de me procurer ces contrats. Omerta. Omerta total. Impossible d'avoir ces contrats. Contrats de production, de partage de production, d'exploration et autres. Impossible de les avoir. Alors que dans ces contrats, il y a manifestement des clauses léonines que l'on peut attaquer devant les tribunaux. Et les tribunaux nous donneront raison. Voilà pourquoi j'ai foi en notre combat. Je ne suis pas un illuminé, cher monsieur. J'ai foi à la justesse de ce combat parce que il est question de rétablir les équilibres, de mettre fin à ces inégalités, de mettre fin à ces spoliations. Au profit de qui? Au profit du Gabonais lambda. Je vous en prie. Est-ce que ce n'est pas trop vite se réjouir par rapport à la cession de Bolloré?
Trop vite se réjouir, vous dites... Oui, j'étais en train de dire, est-ce que ce n'est pas trop vite se réjouir? Si je vous ai bien suivi, vous avez dit que les dirigeants africains, notamment gabonais, ont peur de se faire frapper sur les doigts. Autrement dit, ils sont des alliés de ces grands Bolloré et les autres. Il n'y a pas de Kagame. Vous criez victoire. Sur quoi vous comptez pour vraiment gagner cette guerre? Sans soutien véritable. Et je voudrais prendre l'image de Goliath face au petit David. David, de moins compter sur l'aide de Dieu, vous comptez sur qui pour pouvoir affronter et terrasser ces géants-là. Cher ami, l'aide de Dieu. C'est très bien ça. C'est le combat de Dieu, cher ami. Ce n'est pas le mien. C'est le combat de Dieu. C'est le combat de Dieu. On doit se l'avoir à l'esprit. Mais c'est quand même une vue de l'esprit pour le compter sur Dieu. Si on doit nous-mêmes s'approprier ce combat, vous mais ce n'est pas une vie de l'esprit, cher ami. La preuve, c'est que nous avons des résultats. Toi, le ciel t'aidera. Qu'est-ce Nous... qu'on doit faire véritablement? Mais des actions. Lesquelles, par exemple? Celles que nous avons engagées contre Bolloré sur le plan judiciaire, celles que nous allons engager dans quelques temps, parce que avant que vous n'arriviez, je disais, j'annonçais des actions dans le cadre des biens mal acquis. Nous allons nous constituer partie civile pour que le clan Bongo, qui a spolié l'État gabonais, rende cet argent. Quand je parle de clan Bongo, c'est tous ceux qui ont participé à ces manœuvres. C'est les Gabonais qui ont été au fait de tout cela. Ce sont les Français qui, à la télévision, passent reconnaître qu'ils ont reçu des mallettes d'argent, qu'ils ont transporté des mallettes d'argent. Robert Bourgi, nous avons un nom. Robert Bourgi vient vous dire, j'ai pris de l'argent sale que j'ai remis aux responsables politiques français. Donc, quand il le faisait, il avait conscience de l'origine frauduleuse de cet argent. Il avait conscience de ce que cette opération qu'il faisait était totalement illicite. Mais il tombe de plein pied dans le délit de corruption d'agents publics étrangers, dans le délit de recel de corruption d'agents publics étrangers, dans le délit de complicité de détournement de deniers publics. Mais, et il est là, en vie, en liberté. Nous souffrons. Nous souffrons. Mais il faudrait que l'on aille prendre cet argent où il est. Les maisons qui ont été saisies à Nice, il faudrait qu'on les récupère. Quand nous nous déplaçons pour le compte de l'État gabonais, nos fonctionnaires peuvent y loger. Ça reviendrait moins cher à l'État gabonais. Lorsqu'il y a des évacués sanitaires, on peut les loger à ces endroits-là, au lieu de payer des hôtels et autres. Donc, il y a quelque chose à faire, cher ami. Il y a quelque chose à faire. Et il faudrait que nous nous levions. Il faudrait que nous nous levions. Dès lors que le droit est avec nous, personne ne sera contre nous. Parce que, au-delà de tout, Dieu nous protège. Dieu nous protège. Sincèrement, je vous invite à méditer les psaumes 35, 91, 121, et vous comprendrez la justesse de notre combat. Vous comprendrez la profondeur de notre combat. Vous comprendrez que ce combat repose sur un socle inébranlable. On ne se fera pas terrasser. Nous terrasserons. Nous nous reverrons dans quelques temps. Madame, Monsieur, nous arrivons donc au terme de cette rencontre. Je vous remercie d'avoir fait en nombre le déplacement de l'hôtel Louis, parce que je puis vous assurer que dans notre pays, il y aura un avant
la déclaration de l'hôtel, lui, et un après la déclaration de l'hôtel, lui. Nous sommes sur le bon chemin. Et pour déjà célébrer ce que nous avons pu obtenir et engranger comme victoire, nous vous convions à ces petits canapés, à ce petit verre de la fraternité, ce petit verre de la fraternité gabonaise. Moi, je crois au Gabon. Je crois au Gabon. Je crois à Gabon d'abord. Le Gabonais est un être béni par Dieu. Le Gabon a été béni par Dieu. Dieu adore le Gabon. Dieu bénit le Gabon. La preuve, c'est que maintenant, il a décidé de nous libérer et il ne fait que nous pousser. Son combat, ce n'est pas le nôtre, hein, c'est son combat à lui. Et lui, il sort toujours victorieux. Bon appétit, mesdames, messieurs. Merci.